Ils nous attaquent et en vérité mettent directement en jeu notre existence. Avant de vous laisser retrouver vos programmes, je veux encore vous dire, à titre d'exemple, que si 1% des téléspectateurs qui ont regardé nos émissions de fin de semaine donnaient chacun 120 €, nous serions sauvés, totalement libérés. Oui, TVL peut renaître plus forte. C'est vous seul qui décidez. Alors, mobilisez-vous et mobilisez vos amis. Vite. Prêtres, juges, savants, gardiens de la tradition, mais aussi philosophes. Les druides ont disparu, nous savons très peu de choses sur eux, mais Bernard Riot a voulu retrouver leurs traces. Bernard Riot, bonjour. Bonjour. Merci de votre présence ici, sur TVL. Vous êtes un spécialiste du monde celtique et vous venez de publier Le vrai savoir des druides, les mystères de la sagesse celtique dévoilée aux éditions Vega. Bernard Riot, je vais commencer un peu par votre conclusion, si vous le voulez bien. Les rapports, bien sûr, des contemporains, de nos contemporains avec l'héritage gaulois n'est pas simple. Entre affection et mépris, pour certains, c'est selon. On a du mal à saisir ce monde gaulois, s'il était en fin de compte civilisé ou non. Alors justement, j'ai une question là-dessus, Bernard Riot. Les druides rivalisaient-ils, selon vous, en savoir avec les autres civilisations de l'époque ? Oui, ils les dépassaient même. Parce qu'on a, par l'archéologie, par l'épigraphie, on a des preuves que leur savoir dépassait celui des Latins, notamment. Si nous prenons le calendrier gaulois de Coligny, découvert à Coligny dans l'Ain, avec un double de ce calendrier découvert à Villars dans le Jura, ce sont des calendriers qui sont antérieurs au calendrier julien, le calendrier des Romains, celui qui précède le calendrier grégorien. Et le calendrier gaulois est beaucoup plus précis que le calendrier julien. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, vous avez des mois dans notre calendrier à 30 jours, à 31 jours, à 28 jours. Et puis de temps en temps, le mois à 28 jours passe à 29 jours. Tout ça, ça fait un peu bidouillage. Hein. Voilà. C'est le calendrier grégorien issu du calendrier julien, le calendrier latin. Dans le calendrier gaulois, vous aviez un calendrier solilunaire, parfaitement organisé, et on n'est pas du tout dans le bidouillage. Si on passe, non pas dans le calendrier, mais dans l'espace, la mesure de l'espace, la lieue celtique, c'est-à-dire avant le système métrique, la lieue celtique, la lieue gauloise, permettait de mesurer le méridien terrestre. Et on a la mesure du méridien terrestre, c'est 18 000 lieues gauloises. Pas 18 000 et bidule, c'est 18 000 exactement. Ce qui n'est pas du tout le cas de la mesure kilométrique du méridien. Donc on a là deux exemples très précis, mais on en a d'autres, qui permettaient de dire que les druides, ces savants, savaient mesurer le temps et l'espace. Ils savaient prédire les éclipses de lune, du soleil. C'est inscrit dans, là encore, on le connaît par l'archéologie, puisque dans l'oppidum de Grand se trouve dans les Vosges, donc c'est là où l'empereur Constantin a eu sa vision, enfin plutôt le général Constantin a eu sa vision, on veut dire empereur, vision grâce à un druide. Eh bien, dans l'oppidum de Grand, on a découvert les tablettes d'une carte du ciel, où on va retrouver les 12 planètes du zodiaque, bien avant que les signes du zodiaque aient été connus. Et toujours sur Grand, par exemple, cette carte du ciel va s'inscrire dans un environnement où on voit qu'on est dans un système qui n'est pas géocentré, mais un système solaire. Autre exemple, dernier, mais il y en a d'autres. Le nom de la Terre en gaulois, ça veut dire rondeur. C'est-à-dire qu'avant que les théocratiens ou théologiens chrétiens déclarent que la Terre était plate, les druides savaient que la Terre était ronde. En fait, votre livre, et on a l'impression,
la civilisation gauloise dans son ensemble, tout commence par un certain rapport à la nature. Vous le semblez déjà le décrire à l'instant. Évidemment, à l'époque, la Gaule, c'est une gigantesque forêt. Les temples gaulois sont dans la nature, les bois sont sacrés, vous le décrivez dans votre livre. Le sanctuaire est un lieu de rencontre. Donc, est-ce quelque chose qui vous fait dire que le druidisme peut nous parler à nous, aujourd'hui, en 2025 ? Oui. Si on prend ce que j'ai fait, les textes latins et grecs de l'Antiquité entre le XVIe siècle, grosso modo, avant Jésus-Christ jusqu'au IVe siècle après Jésus-Christ, on a non pas une ou deux, mais des dizaines de mentions de l'enseignement des druides qui nous permettent de faire aujourd'hui ce que j'ai fait dans ce livre, une véritable exégèse, donc un commentaire des textes grecs et latins d'Antiquité, qu'on peut corroborer par les textes mythologiques irlandais et gallois, notamment. On peut y ajouter des textes de tout ce qu'on appelle la géographie médiévale. Et on peut compléter là aussi par des textes du folklore. Donc, entre les croyances populaires et les croyances savantes des Grecs et des Latins, on a un corpus très important qui nous permet d'identifier les grandes pensées, l'architecture en fait de la pensée celtique pré-chrétienne. C'est l'un des grands apports de votre essai, c'est justement de souligner, d'apporter ces textes latins, principalement grecs aussi, qui décrivent les druides à l'époque classique, sachant évidemment, nous le rappelons, que nous n'avons pas d'écrits gaulois à proprement parler. Oui, mais nous avons les écrits latins qui mentionnent les deux exemples. Lucain, dans la Pharsale, écrit « Les druides croyaient que la mort était le milieu d'une longue vie ». Donc, il retranscrit une croyance druidique. La mort est le milieu d'une longue vie. Ça veut dire que les druides croyaient à l'immortalité de l'âme. Deuxième exemple, Pline l'Ancien, dans son Histoire naturelle, va indiquer en une trentaine de lignes la croyance des Gaulois avec un fait divers, la condamnation à mort d'un chevalier Vauconce. Les Vauconces, c'est une tribu gauloise du côté de Orange-Carpentras, donc dans les Préalpes. Et ce chevalier Vauconce a été condamné à mort sous le règne de Claude, donc 1er siècle après Jésus-Christ. Donc c'est pas les chrétiens qui ont condamné à mort les druides, ce sont les Romains. C'est Claude. Donc, Claude condamne à mort un chevalier. Je vous interromps, mais ce qui explique la défense des druides par les philosophes latins. Oui, tout à fait. Tout à fait. En fait, pourquoi Claude a interdit le druidisme ? Tout simplement parce que les druides parlaient avant le roi. Donc, l'élite, ce n'étaient pas les guerriers, c'était les savants, les druides, les philosophes. Et il fallait, pour bien coloniser la Gaule, mais pas simplement la Gaule, mais aussi la Grande-Bretagne, la Bretagne insulaire, il fallait éliminer la classe sacerdotale. Ceux qui pensaient, ceux qui dirigeaient et pouvaient inciter à la rébellion. Donc on est dans deux visions du monde complètement différentes. On pourrait dire que les Latins pensent historiquement l'histoire, alors que les Celtes pensent fabuleusement l'histoire, ou mythiquement l'histoire. Et penser mythiquement le monde, ce n'est pas être irrationnel, puisque les druides sont des scientifiques qui expérimentent le monde. Mais ils ont une pensée mythique. C'est quelque chose qui transparaît dans votre essai. Ce n'est pas une culture pré-rationnelle. Tout à fait. Tout à fait. C'est une culture expérimentale. On est dans l'expérience. Le champ de l'expérience est extrêmement important. Et donc, si on veut revenir à Pline, sa citation permet d'identifier une croyance qui, si on fait un peu d'exégèse, de comparaison, permet d'identifier ce texte de Pline sur la croyance des druides qui croient à l'œuf de serpent, l'œuf du monde. On est littéralement dans un rite de cosmogonie, la création du monde. Et alors, on connaît tous la formule qui de l'œuf ou de la poule arrive en premier. Les druides avaient la réponse, c'est l'œuf de serpent, donc c'est le serpent. Le serpent, principe masculin, et cet œuf
va effectivement traverser le monde, arriver dans une rivière, principe masculin, principe féminin. Donc on a une alliance du masculin et du féminin et le Big Bang en quelque sorte. Alors, vous évoquez justement ce duel entre le pouvoir romain et le druidisme. On a reproché au christianisme de faire cela, mais finalement, c'est davantage plus antérieur. On reproche évidemment au christianisme d'avoir supplanté ces cultes archaïques. Mais alors vous, Bernard Riot, vous soulignez qu'il y a une filiation entre druidisme et christianisme, à l'époque médiévale notamment, dans Chrétien de Troyes, apparaît une figure archétypale du druide, celle de Merlin. Oui. Oui, alors on a dans tout le cycle du roman courtois et des hagiographies qui sont parallèles, on a des figures récurrentes. Alors Merlin qui est l'enchanteur, le conseiller et le faiseur de roi, c'est Merlin l'enchanteur qui va faire qu'Uther, Pendragon, va devenir roi et qui veut que son fils Arthur va être également intronisé roi. Donc le druide est un faiseur de roi. Il parle avant le roi et il fait le roi. C'est lui qui dicte la loi et qui surveille le respect de la loi, ce qu'on appelle le bon ordre de l'univers. Il faut que tout soit à sa place. Donc le druide doit avoir une parole infaillible. Il ne peut pas mentir. Le roi doit avoir un courage exemplaire. Il ne doit pas être lâche. Et le paysan, le commerçant, doit être travailleur et honnête. Il y a là une éthique gauloise, diriez-vous? Il y a une éthique avec un système de valeurs. Et lorsque on va retrouver dans des albums de bande dessinée la croyance comme quoi les Gaulois ont peur que leur ciel leur tombe sur la tête, eh bien, ça renvoie à des druides galates, que Alexandre le Grand va rencontrer lorsqu'il part conquérir la Perse, qu'il la met sous main pour aller en Perse, et il va rencontrer des Galates, donc des Celtes, dans l'actuelle Turquie, et il va leur demander que craignez-vous le plus. Et les druides lui répondent que le ciel nous tombe sur la tête. Alors, on a beaucoup souri et ri de cette réponse, mais c'est une réponse symbolique et allégorique. À savoir, ce que craignent les druides, c'est que le monde s'inverse, que tout soit sans dessus-dessous, que les valeurs soient renversées, que le ciel soit en bas et que la terre soit en haut. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde contemporain. Donc ça veut dire que ce qu'ils craignent, c'est la fin d'un monde. Non pas la fin du monde, mais la fin d'un monde. Et la fin de leur monde, la fin de leurs valeurs. Donc ce qui va arriver, puisqu'ils vont disparaître et d'autres valeurs vont arriver. Aujourd'hui, nous sommes, si on peut faire des comparaisons, dans une société qui est finie. Il n'y a que les fausses élites qui y croient encore. Mais le monde, il se renverse. Le système actuel est mort. Alors ça me fait penser à un autre passage de votre essai. Le monde gaulois n'est pas linéaire. Il est cyclique. Écrivez-vous, expliquez-vous. En fait, le progressisme n'existait pas encore. Les Gaulois ont une vision totalement différente de celle-ci. Oui, nous sommes dans des cycles, avec des cycles parfaitement organisés. Donc dans le monde celtique, que le jour commence avec la nuit. Alors c'est un peu paradoxal, mais le jour commence à minuit. On peut retrouver à peu près la même chose dans le domaine chrétien. C'est-à-dire que les laudes commencent à 3 heures du matin. Les prêtres, les moines commencent à prier à 3 heures du matin, pas à 8 heures du matin, avant le lever du jour, au milieu de la nuit. Et donc l'année celtique, elle commence aussi au 1er novembre, à Saint-Main ou Toussaint, dans le calendrier chrétien. Donc ça veut dire qu'à la période où le soleil décline, nous sommes à la saison sombre. Et donc la nouvelle année commence dans la saison sombre, qu'on va retrouver un peu plus tard aussi dans le monde chrétien, puisque la nouvelle année va commencer au 1er janvier, alors que dans le calendrier julien, l'année commence à l'équinoxe de printemps, en mars. Là, en l'occurrence, il y a eu une remise en cause de la vision gauloise. Non. Enfin, le calendrier julien, oui, mais pas le calendrier chrétien, puisque le calendrier chrétien, l'année commence quasiment à la nativité. La nativité du Christ. Donc, on est à un mois près, on est dans les mêmes eaux.
Alors vous dites que le pouvoir, enfin en tout cas la parole des druides s'impose au pouvoir politique, mais que savons-nous, que savez-vous de la hiérarchie au sein même de la caste des druides ? On sait beaucoup de choses parce que Pline, Diodore, Lucain, Tacite, enfin Strabon, tous les auteurs de l'Antiquité ont parfaitement décrit l'organisation sacerdotale. On a le monde celtique est divisé en 3 classes. Il y a la classe sacerdotale, la classe guerrière les rois et la classe artisanale et paysanne. Et donc ça, c'est une structure que l'on retrouve qu'on retrouve dans le monde germanique, dans le monde latin, dans le monde grec, dans le monde balte, dans le monde indien également. Donc là, Georges Dumézil l'a parfaitement expliqué dans ses travaux sur le monde indo-européen. Mais dans la classe sacerdotale, on a cette même tripartition. On a les druides, ceux qui sont des philosophes, qui s'intéressent aux choses de l'âme, à l'immortalité de l'âme notamment, donc ils se posent des questions théologiques et philosophiques. On a les bardes, qui s'intéressent à l'esprit, aux choses de l'esprit, donc la culture, les beaux-arts, les poètes, les musiciens. Et puis on a les vates, ou ovates, qui sont, eux, les médecins, qui s'intéressent au corps. Donc on soigne... Les vates soignent le corps, les bardes soignent l'esprit et les druides soignent l'âme. Donc c'est cette croyance, quand on dit « croyait-il à l'immortalité » Y avait-il une hiérarchie entre ces trois catégories ? Oui, bien sûr, parce que l'âme est supérieure à l'esprit et l'esprit est supérieur au corps. Ce qui pourrait nous faire dire que la société gauloise est évidemment très pyramidale, élitiste, hiérarchique. Tout à fait. Tout à fait. On a dans... Et donc on pourrait s'imaginer une tribu relativement égalitaire, mais tel ne serait pas le cas donc. On est tous égaux devant la divinité, devant son destin. Hein. Mais chacun fait en fonction de ses compétences. Alors, pourquoi les druides étaient comme les pythagoriciens, à qui on les a souvent comparés ? C'est-à-dire qu'ils n'enseignaient qu'en secret. Parce que toutes les personnes n'étaient pas dignes de recevoir l'enseignement. Pas dignes à la fois intellectuellement, parce qu'il y a des gens qui sont plus intelligents que d'autres, qui ont des capacités intellectuelles plus fortes que d'autres, et puis pas dignes non plus spirituellement. D'ailleurs, c'est pas parce que vous êtes entre guillemets intelligent, que vous êtes bardé de diplômes, que vous avez une équité et une âme bien faite. Donc ce qui vous fait dire en fait qu'ils étaient, ce que j'évoquais dans l'introduction, à la fois prêtres, juges, savants, gardiens de la tradition et philosophes. Oui. Il y avait l'ensemble de ces fonctions-là. Tout à fait. On va les retrouver. Là encore, les textes de l'Antiquité vont bien les cerner et les définir. Le druide d'Ivicacos, par exemple, le druide des Éduins, va être l'ambassadeur des Éduins au Sénat de Rome. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, ce qui va être confirmé par Cicéron, qui va parler effectivement de l'ambassade d'Ivicacos dans ses écrits. Donc même une fonction politique. Oui, ce sont les négociateurs, ce sont les parlementaires, ce sont les diplomates. En fait, ils occupent toutes les strates élevées de la société et des fonctions de la société. Que savons-nous de leur éducation ? Comment parviennent-ils à ce savoir et en fait à cette éducation et à ce statut in extenso ? Alors on a là encore des textes grecs et latins qui mentionnent l'enseignement des druides. Et on a aussi beaucoup de textes mythologiques qui sont beaucoup plus précis que les textes grecs et latins, qui vont mentionner que, par exemple, deux druides dans un dialogue savant qu'on appelle le dialogue des deux sages, qui est un texte mythologique irlandais, vont confronter leur savoir. Et on a dans le nom que les druides se donnent, on a aussi toute une hiérarchisation. Le druide de premier rang, c'est l'équivalent d'une herbe. Et puis, si on monte les degrés, l'herbe va devenir une fleur, et la fleur va devenir un arbrisseau, un arbuste, un chêne, un arbre de haut jet, et puis après le chêne sacré. Donc on a une hiérarchisation. Donc c'est assez intéressant de voir que tout est codifié et tout est symbole.
Le langage des druides, c'est un peu ce qu'on va retrouver dans l'art roman. C'est le langage des oiseaux, un langage symbolique, un langage allégorique. Vous le signez en effet dans votre essai, que c'est davantage symbolique qu'écrit en réalité, et c'est ce qui est important à souligner. La parole prime l'écrit. Voilà. Donc, respecter sa parole est plus important que l'écrire. Parce que si vous écrivez, vous figez votre parole. Alors que, en maintenant une parole, vous faites travailler votre intelligence. Et d'ailleurs, tout le travail des druides a été similaire, tout à l'heure j'en parlais, à celui de l'enseignement de Pythagore, à savoir, on n'écrit pas, on apprend, on mémorise. Et mémoriser, c'est aussi expérimenter. Hein, c'est confronter, que la pensée reste fluide. Vous expliquez, vous racontez que vers 585, au Concile d'Auxerre, le Concile d'Auxerre a interdit le baiser de la mort, qui consistait à accueillir symboliquement le dernier souffle et donc l'âme du défunt. Or, cette tradition a subsisté jusqu'au XXe siècle en Bretagne. Nous rapportez-vous, vous êtes vous-même breton. Que peuvent nous apprendre les Gaulois sur l'âme? Et puis j'aurais une autre question en fait sur la pérennité de ce genre de tradition. Mais que peuvent-ils nous apprendre sur l'âme que vous avez déjà évoqué? Alors, l'âme va donner, puisque vous parlez de la Bretagne, le nom d'Anaon. Anaon, c'est l'âme du mort, l'âme errante, l'âme après la mort. La racine, elle est de anima, animus, même chose qu'en latin, animon également. Et ça veut dire le souffle, le vent. Et cette tradition que vous évoquez de recueillir le souffle du mort en embrassant le défunt, moi-même dans mon enfance, je me souviens, je n'avais pas encore l'âge de raison, je n'avais pas 7 ans, donc j'ai embrassé ma grand-mère sur son lit de mort. Et le rite est un rite symbolique qui est de recueillir le souffle qui va partir pour s'inscrire dans une lignée. Donc on recueille un héritage et on transmet cet héritage. Donc en expirant, le défunt quitte le monde terrestre, hein, mais il va laisser son souffle. Au-delà des traditions qui peuvent perdurer, pensez-vous que le savoir, la philosophie, j'ai envie même de dire l'intelligence du druidique peut être aujourd'hui reproductible? Oui, c'est comme toutes les traditions anciennes, un savoir ancien. Lire les philosophes de l'Antiquité, c'est reposer des questions fondamentales, se poser des questions fondamentales sur la raison de l'existence, le sens de l'existence. Tout à l'heure, je parlais de Lucain disant « la mort est le milieu d'une longue vie », à savoir qu'y a-t-il après la mort? C'est une question que tout le monde se pose. Philosopher, c'est apprendre à mourir. Il faut apprendre à mourir. Et c'est là où les Celtes avaient la réputation, chez les Latins, qui les surprenait, c'est qu'ils ne craignaient pas la mort. Les guerriers gaulois ne craignaient pas la mort. Et pourquoi ne craignaient-ils pas la mort? Parce qu'ils savaient que la mort était le milieu d'une longue vie. Et que ce que l'on a fait dans la première partie de sa vie, chez les vivants, on va les retrouver de l'autre côté du monde. On a ça avec le symbolisme. Alors là, je fais un pont avec le christianisme. L'archange Saint-Michel, qui est représenté avec une balance, où il pèse l'âme. Voilà. Donc ce qu'on fait dans sa vie présente n'est pas innocent. On doit toujours rendre des comptes. Et donc il faut essayer de partir au moment de sa mort et en ayant les comptes les plus justes qui soient. Et si on est débiteur, eh bien ça veut dire qu'il faudra payer dans l'autre monde.
On doit toujours rendre des comptes. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Bernard Riault, merci beaucoup. Merci à vous. Je rappelle que vous avez publié le livre « Le vrai savoir des druides, les mystères de la sagesse celtique dévoilée » aux éditions Vega. Merci encore, Merci monsieur beaucoup. Bernard Riault, pour votre présence ici.